Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver encore une nouvelle fois pour notre traditionnel Data Sunday. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Mayapi, data scientist et également doctorant en statistique et cofondateur aussi d'Alliage, la structure qui organise ces Data Sunday. Aujourd'hui, nous recevons Abubakar, Data Engineer Junior. Je te laisse te présenter, également présenter le sujet du jour, ça te dérange pas. D'accord, ça marche. Je vais bientôt partager mon écran. Alors, j'espère que vous m'entendez et vous voyez bien mon écran. Parfait. Et du coup, le sujet du jour, c'est l'introduction au traitement des données massives avec Apache Spark. Et Apache Spark a plusieurs API, c'est-à-dire ils utilisent plusieurs langages de programmation, R, et, Scala et Java. Et aujourd'hui, nous, on va se baser principalement sur PySpark. Alors, je me présente vite fait. Moi, je suis Aboubacar Kamara. J'ai fait le master en intelligence artificielle et big data et en même temps data engineer senior à Sikaba. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de Spark. Et voici comment ça va se passer en fait cette présentation sur le plan. Nous allons commencer par une introduction qui sera inclus par la définition de Spark. Et nous aborderons en fait les concepts de base de Spark. Et nous ferons par la suite notre premier pas. Et c'est-à-dire, on va installer Spark sur notre propre machine locale et créer notre petit programme, notre premier programme, ce que j'appelle le Hello World, comme tout bon programmeur. Voilà. Et du coup, par la suite, nous ferons un petit projet et je vous ferai la description du projet. Nous allons réaliser ce projet et vers la fin, nous allons faire un traitement sur l'un des services d'AWS appelé EMR. Voilà. Et vous saurez tout ça, c'est quoi EMR par la suite. Parfait. Mais aujourd'hui, nous voulons parler nous voulons parler de Spark. Quelles sont en fait les personnes qui sont concernées par cette présentation? Pas forcément les data ingénieurs, il y a aussi les data scientists, bien sûr, les architectes big data, mais toute autre personne qui souhaite acquérir des connaissances dans le domaine de la data ou des Spark. Voilà, y compris aussi les développeurs. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler de Spark. Mais moi, personnellement, je ne peux pas parler de Spark sans parler de Big Data. Parce que Spark, c'est un outil qui traite en fait les données massives. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de Spark sans parler des données massives. Les données se produisent aujourd'hui à un rythme effréné. Des nouvelles unités pour estimer la quantité de données font leur apparition, telles que le zettabyte, yottabyte, le brontabyte. Et il y en a beaucoup en fait. Donc, même l'IDC, International Data Corporation, prévoit qu'en 2025, la quantité de données produites à l'échelle mondiale atteindra les 167 000 zettabytes, dont plus de 25% seront créés en temps réel par des objets connectés. Vous voyez, donc nous ne pouvons pas parler de Spark sans cette évolution technologique, sans cette évolution des données massives. Donc l'ensemble de ces données ainsi que les enjeux qui y sont associés représentent la notion de big data. Alors, nous allons faire une passe sur cet élément qu'on appelle Big Data, ce que tout le monde appelle aujourd'hui Big Data. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de Big Data. Alors, nous allons un peu nous poser la question, c'est quoi le Big Data en réalité? De nombreux travaux de recherche caractérisent la Big Data par les 5 V illustrés, par le modèle de 5V. Oui, bien sûr. Nous avons le volume qui fait référence aux énormes quantités de données générées chaque seconde. Le volume de données joue un rôle très important, les amis, dans la mise en œuvre des outils de modèles de stockage et de traitement de données. Nous avons la vélocité qui fait référence à la vitesse à laquelle les données sont produites et traitées. Les données peuvent être importées selon deux modes, soit par batch ou tout simplement par
et en temps réel, ce qu'on appelle en streaming. Nous avons la variété de la donnée, en fait, qui fait référence à l'hétérogénéité des données et leurs sources de données structurées. Englobe un format de données unifié et peut être facilement géré par des systèmes de gestion de bases de données. Nous avons la véracité aussi qui fait tout simplement référence à la fiabilité des données. Les données peuvent être classées selon, selon leur degré de qualité. Nous pouvons avoir les données de bonne qualité, les données de mauvaise qualité ou les données qu'on ne peut pas qualifier. On peut aussi les classer comme données non, c'est-à-dire les données qui sont pas, dont la qualité est indéfinie, tout simplement. Enfin, nous avons tout simplement le cinquième, ce qu'on appelle la valeur, qui fait référence à l'utilité de la donnée dans la prise de décision et au profit que l'on peut tirer sur ces gros volumes de données. Donc, pour moi, tout simplement, et en réfléchissant sur tous ces 5 aspects, tout simplement, les 5 V, moi je peux dire tout simplement, et la big data, tout simplement, l'ensemble des moyens ou des technologies, c'est-à-dire les modèles, les techniques de travail permettant de collecter, de stocker, de traiter à une grande vitesse le gros volume de données hétérogènes dans l'objectif est de tirer profit. Oui, donc voilà un peu à quoi quand on dit Big Data, c'est quoi exactement Big Data? Vous voyez un élément plus important ici. Nous parlons en fait du traitement de données. Alors, Spark vient tout simplement pour résoudre ce problème. Nous avons des gigas de données aujourd'hui qui ont besoin d'un traitement. On a besoin de tirer en fait du profit dans ces données. Donc, Spark est là aujourd'hui pour nous permettre de faire un traitement en un temps record ces volumes de données. Alors, je me suis permis tout simplement de mettre cette définition. Certes, il y a d'autres qui diront j'ai rien compris. Mais essayons de lire un peu. À Spark est un framework Big Data de traitement de données open source à grande échelle. Il est particulièrement adapté pour les très grandes volumétries de données, plusieurs dizaines et centaines de gigaoctets. Il fonctionne de manière distribuée sous forme de clusters. Son utilisation est principalement dédiée aux applications de machine learning et des pipelines de données, c'est-à-dire les ETL. Alors, vous allez poser la question, mais j'ai rien compris. C'est normal. Essayons de décortiquer un peu en fait ces définitions pour comprendre exactement c'est quoi cet outil. Alors, approche Spark, d'après la définition, quels sont les mots qui captent notre attention dans ces définitions? Nous avons Big Data. En tout cas, moi, perso, je vois Big Data, je vois grande volumétrie de données, et je vois distribué, je vois machine learning. Je viens de vous expliquer c'est quoi vraiment le Big Data. Nous avons compris c'est quoi le Big Data. Grande volumétrie de données, Spark s'attaque à des gros volumes de données. C'est-à-dire, c'est des centaines de gigas de données. Spark est capable de traiter à une vitesse vraiment incroyable. Nous avons la distribution. Ce mot distribué, tout simplement. Mais ça fait référence à la façon dont Spark essaie de traiter ces millions de lignes de données. C'est-à-dire, distribuer fait tout simplement paralléliser. Je prends juste un exemple. Si vous êtes seul sur un projet très, très complexe et que vous voulez, par exemple, que le projet soit rapide, mais exécuté d'une manière efficace aussi. Si vous êtes seul, certes, vous allez finir le projet, oui. Mais si vous êtes nombreux, vous pouvez vous partager des tâches. Chacun réalise une partie de tâches du projet et vous pouvez finir en un temps record. Donc, vous parallélisez les choses. Donc, Spark traite ces données d'une manière parallèle avec ce qu'on appelle les clusters de machines. Donc, je viens de faire référence avec les personnes. Donc, nous pouvons dire tout simplement cluster de personnes. Cluster de machines, c'est juste un ensemble de machines qui traitent une partie de données et puis rend le résultat final. Donc, à la fin, nous obtenons en fait un résultat que nous voulons et puis en un temps record. Nous avons en fait tout simplement machine learning. Je vais vous expliquer c'est quoi machine learning, tout le monde le sait. Aujourd'hui, à scikit-learn, tout le monde data scientist sait déjà en fait c'est quoi machine learning, c'est quoi scikit-learn. Donc, dans Spark, il y a cette couche qui existe dans Spark qui intègre l'ensemble des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, vous pouvez utiliser ces algorithmes pour mettre en place vos modèles de machine learning. Il y a aussi ce qu'on appelle pipeline de données ETL. C'est la partie que j'adore. ETL, c'est tout simplement extraire la donnée, transformer la donnée et charger dans une autre source de données. Donc, c'est le rôle d'un data engineer. Donc, on essaie de prendre la donnée, des gigaoctets de données,
On essaie tout simplement de transformer, sortir de l'information et charger dans une autre source de données. Voilà. Donc, on va parler un peu de l'architecture. Mais comment tout ça, ça marche derrière? Vous allez forcément vous poser la question, mais comment ça marche derrière? Ça, c'est l'architecture de Spark qui est constituée de plusieurs blocs, comme vous pouvez le voir. Nous avons le driver programme, qui est le programme principal d'une application Spark, qui détermine les tâches à effectuer et les répartit sur les exécuteurs. Nous avons tout simplement le cluster manager qui est juste au milieu, qui est chargé d'allouer en fait des ressources à une application et à une application. C'est-à-dire, il va essayer d'allouer en fait des ressources sur des workers et tout, et fournir en fait des informations au driver. Nous avons en fait l'exécuteur. C'est tout simplement un sous-programme d'une application Spark chargé d'effectuer des différentes tâches distribuées par le driver. Voilà. En gros, c'est ça un peu les éléments qui constituent en fait l'architecture de Spark. Mais il y a aussi d'autres concepts que vous devrez savoir. Les composants principaux de Spark. Spark est constitué de plusieurs éléments, plusieurs composants. Nous avons d'abord en fait le Spark Core, c'est le point central de Spark qui fournit une plateforme d'exécution pour toute application Spark. De plus, il supporte un large éventail d'applications. Nous avons tout simplement Spark SQL qui permet tout simplement d'effectuer des requêtes SQL sur les données structurées ou semi-structurées. Nous avons Spark Streaming, c'est aussi une couche qui permet tout simplement de mettre en place des systèmes de temps réel, ce qu'on appelle streaming. Nous avons ML Libre, je viens de parler de machine learning tout simplement, c'est cette librairie qui vous permet de mettre en place des modèles de machine learning. Nous avons aussi le GraphX, qui est un modèle d'exécution permettant un traitement scalable en utilisant les graphes. Il se base essentiellement sur le Spark Core. Voilà. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur un concept aussi très intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai déjà avancé ça au début, mais il faut que vous compreniez qu'on peut utiliser Spark, les API de Spark, par exemple, ici, les API Java, nous avons Scala, Python et R. Aujourd'hui, nous allons utiliser tout simplement Spark parce que il y a plusieurs personnes qui, en tout cas dans le domaine de la data, et le langage Python est beaucoup utilisé. Et comprenez que Spark et Python, c'est ce qu'on appelle tout simplement PySpark. Voilà. Et après cela, quand on parle de Spark, on veut apprendre Spark, on veut comprendre les concepts de Spark, mais il faut comprendre aussi les lexiques, je vais y arriver. Voilà. Nous avons en fait le RDD, Data Frame et Dataset. Ce sont tout simplement des structures de données. Je vais en parler un peu plus loin. Ne vous pressez pas. Et à ce qu'on appelle la partition. La partition, vous devez comprendre que c'est juste une partie de votre jeu de données qui peut être traitée par un worker, ce qu'on appelle un exécuteur. Le schéma fait référence tout simplement à la structure de base de votre jeu de données. C'est-à-dire, vous pouvez mettre par exemple un schéma de données, c'est-à-dire dire que cette colonne, c'est en entier, cette colonne, c'est une date et tout. Vous mettez en fait ce schéma et vous passez un paramètre lors du chargement de votre donnée, en fait, ce schéma, pour que votre donnée soit typée. Nous avons aussi ce qu'on appelle task. C'est tout simplement l'ensemble d'opérations à effectuer sur une même partition. Voilà. Et je vous ai dit qu'on allait parler un peu de RDD, Data Frame et Dataset. OK. RDD et Data Frame, Dataset, je vais vous parler de la différence de ces trois éléments. Et en gros, RDD c'est la structure de base de données distribuées dans Spark. En gros, quand vous enregistrez votre donnée, ces données seront réparties sur plusieurs clusters, plusieurs nœuds, en fait. Voilà. Donc, c'est la structure de base. Il est immuable et divisé en partitions qui peuvent être traitées en parallèle. Les transformations, c'est-à-dire les opérations qui créent un nouvel RDD et les actions qui permettent tout simplement de renvoyer un résultat à l'utilisateur. Nous avons aussi DataFrame qui a été créé, qui est une surcouche de RDD, qui a été créée en 2013 pour le bonheur des développeurs. C'est tout simplement une abstraction de la structure de données qui est semblable un peu à un tableau ou bien à une base de données relationnelle. Et il est basé sur le RDD, mais il offre une interface plus
élevé, une interface plus simple à utiliser, plus conviviale en fait, pour permettre en fait aux développeurs de traiter plus efficacement leurs jeux de données. Nous avons aussi Dataset qui est aussi une surcouche de DataFrame. Le Dataset, c'est en gros en fait, il permet aux développeurs de bénéficier des avantages de typage statique tout en offrant un syntaxe similaire à celle de DataFrame. Donc, c'est un peu la différence. Vous voyez, il y a RDD. En gros, en fait, RDD, c'est le plus bas niveau, en fait. Après, il y a DataFrame qui est venu en 2013 pour pouvoir, en fait, pour permettre aux développeurs d'effectuer des opérations plus facilement, une interface plus jolie à voir et tout. Voilà, vous connaissez probablement, en fait, tous c'est quoi un DataFrame. Parce que vous êtes dans le domaine de la data ou bien vous voulez savoir c'est quoi, en fait, la data. Voilà, il y a aussi Dataset. Alors, Excuse-moi, Baka, juste pour compléter un peu ce que tu as dit. En gros, si je comprends bien, tu peux revenir sur la slide précédente. En gros, le RDD, c'était vraiment la notion de base pour traiter les bases distribuées à la base. Et, effectivement, et du coup, bon, on se rend compte que nous, avec nos usages de la data, on est plutôt amené pour la plupart du temps maintenant à traiter des données qui sont quand même un peu structurées et également des données non structurées aussi. Et je pense que l'évolution qui a été faite par rapport au RDD, c'est vraiment à ce niveau-là. En gros, c'est vrai que le RDD était plus flexible en termes de traitement de données distribuées sur différents clusters, mais avec le data frame, le dataset, là, on est plus proche de tout ce qu'on connaît en fait en termes de structure, en termes de relations entre les colonnes, etc. Et ça nous a permis, certes, d'avoir moins de flexibilité que RDD, mais de pouvoir quand même pouvoir avoir des schémas en fait qui sont qu'on a l'habitude de voir sur d'autres langages de programmation, sur d'autres systèmes en termes de données relationnelles, en termes de données structurées. Donc moi, je pense que vraiment la différence réside vraiment au niveau de cette approche structurée qui a été mise un peu, quand on parle de datasets, on parle de colonnes, on parle de lignes, alors qu'en RDD, c'est moins visuellement, c'est moins difficile, c'est plus difficile en fait à pouvoir voir comment les éléments sont stockés, sont utilisés. effectivement. C'est un principe de bas niveau, en réalité. Ouais, Voilà, ouais. un peu complexe. Voilà. Heureusement, on ne va pas l'utiliser. On va plutôt se baser sur un data frame qui on a déjà l'habitude de travailler avec le data frame. Donc, ça sera plus simple pour nous de faire nos transformations sur nos jeux de données. Voilà. Et voilà. Et du coup, comme je vous l'ai dit au début, nous allons passer à l'installation de Spark dans notre machine en local. Alors, je ne sais pas si vous savez c'est quoi Anaconda. Anaconda, c'est juste un gestionnaire de packages, en fait. Voilà. Ça vous permet d'installer, en fait, de gérer vos packages plus efficacement. Donc, si vous installez Anaconda, ça va vous faciliter la vie, en fait. En gros, ça facilite la vie de plusieurs développeurs. En réalité, moi, je l'utilise souvent. Voilà. Et du coup, nous allons et vous allez installer, si vous voulez vraiment en fait travailler avec Spark, vous installez Anaconda dans un premier temps pour vous faciliter la vie. Et à la suite de ça, on passera en fait à l'installation de Apache Spark. Spark qui exige aussi l'installation de Java. Mais vu qu'on n'a pas assez de temps, on va supposer que vous avez déjà installé Spark. Il y a déjà le lien. Je vous partagerai peut-être en fait ce slide en PDF pour que vous puissiez aller télécharger et installer Apache Spark sur votre machine. Voilà. Et donc, avant de l'installer Apache Spark, vous devez d'abord installer Java, qui est aussi qui nous prendra aussi un peu de temps. Donc, si on se dit d'installer tous ces trucs et tout, ça nous prendra un peu de temps vu que le but, c'est de faire une introduction en parlant des concepts de base de Spark en utilisant PySpark. Alors, on va supposer aussi également que vous avez Anaconda qui est très facile à installer, je vous assure. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes ready vraiment à installer, à préparer en fait notre environnement pour créer notre premier Hello World? Voilà. Parfait. Alors, je vais Google Chrome ne répond plus. Attendre. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis désolé, mon Google a planté.
Je pense il a fermé son navigateur, du coup, il a quitté la réunion. On va patienter quelques minutes histoire qu'il se reconnecte. Et voici. Désolé, mon navigateur a planté. Mais bon, heureusement pour moi, ça a été, disons, rapide. Parfait. Du coup, nous allons passer en fait à la préparation de l'environnement en supposant que... vous voyez bien mon écran, j'espère, hein? Oui, parfait. Ok, ça marche. Nous allons passer à la mise en place de l'environnement en supposant que nous avons déjà Anaconda, Apache Spark et bien sûr Java aussi. Voilà. Et je vous montre un peu à quoi ressemble Anaconda. Voilà. Vous venez ici tout simplement, vous ouvrez un terminal, d'accord? Et c'est ce terminal qui est là. Et on va passer à la création d'un environnement, tout simplement. Voilà. Et du coup, on va dire Conda. J'ai fait d'abord Conda. Liste. D'ailleurs, déjà, j'y crois, j'avais un environnement ici qui était là. Nous pouvons directement l'utiliser si nous voulons. Mon écran aussi. Parfait. Alors, il y a ça. C'est Anaconda. Et du coup, pour créer par exemple un environnement, on va prendre ça. Avocat, tu peux fermer l'onglet où je suis présent en fait. Ah ouais? Ok. Ok. Parfait. Ça marche. Du coup, ce qui va se passer. Ok. Ok. On va dire par exemple sonder. Tac. 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 On va ouvrir ce terminal là. Alors, on va faire un truc comme ça. Conda. On va dire sonder env. Sonder env. Parfait. On attend la création de l'environnement. Et on a une question. oui. Tu préfères prendre la question maintenant ou à la fin? Je pense que on va d'abord. À la fin, ça serait mieux, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Ok, il est d'accord. Parce que c'est pas urgent. Ok, ça marche. Du coup, on va dire qu'on a env liste. Tout simplement, nous allons voir tout simplement sonder env qui est là. Tac, qu'on a activate. J'active l'environnement. Voilà. Et du coup, je suis déjà dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voulons tout simplement installer PySpark dans notre machine, dans cet environnement. On fera tout simplement conda installe PySpark, tout simplement. Nous installons PySpark dans cet environnement. Et on attend juste un peu pour voir ce qui va se passer. OK. Donc, OK. En attendant l'installation, j'espère que c'est fini. OK. En attendant l'installation, donc le but était d'installer
Anaconda. Voilà, on suppose que vous avez déjà Anaconda, on active l'environnement et on installe en fait PySpark. Installer PySpark ne suffit pas, il vous faut ici Apache Spark et Java. Et vous ne pouvez pas utiliser Apache Spark sans avoir Java. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, notre premier Hello World, c'est-à-dire le Hello World en fait, des data engineers, ça va être tout simplement de faire une transformation sur ce jeu de données. Nous avons un data frame ici qui contient, disons, 10 lignes, voilà, et nom et âge. On va transformer, on va juste créer une nouvelle colonne qui va rajouter en fait 5 à l'âge des personnes qui sont là et au final, nous aurons tout simplement un data frame avec une nouvelle colonne. Voilà. Donc, on va installer ce qu'il faut installer et après faire cette transformation pour voir comment ça marche. Parfait. Alors, vu que l'installation n'est pas encore finie, alors, je peux tout simplement... Si je comprends bien, c'est de se servir d'Apache pour effectuer cette transformation que tu as dit, c'est ça? Effectivement, je vous expliquerai un peu par la suite comment ça va se passer. Vu que l'installation, ça prend un peu de temps, j'avais déjà installé un environnement qui est déjà opérationnel. Je peux basculer sur cet environnement directement. On n'est pas qu'en perd du temps, Conda Activate. Voilà. Et du coup, je suis dans cet environnement. Alors, dans cet environnement, je dois installer en fait d'autres outils que j'appelle tout simplement Find Spark. C'est la question que tu viens de poser. Ça va permettre d'aller chercher Spark dans ma machine en local et exécuter en fait les transformations que je veux. Voilà. Et du coup, si je fais comme ça, pip list, tout simplement, j'aurai les packages qui sont dans cet environnement. J'ai déjà installé en fait Find Spark. Donc, et Jupyter Lab. Jupyter Lab, c'est juste un Jupyter quand vous connaissez, Jupyter Notebook et tout. Donc, Jupyter Lab aussi a été installé. C'est facile à installer en fait. Il faut juste taper pip install Jupyter Lab. Ça se passe vite en fait. Je pense que ça vient avec Anaconda également. Effectivement, oui. C'est pourquoi Anaconda facilite la vie en réalité. Voilà. Et du coup, vous allez voir ici tout simplement Jupyter qui va se lancer là. Et bien voilà. Parfait. Du coup, tac. Nous avons ça. Parfait. On va suivre ensemble comment on peut faire notre premier Hello World, notre première transformation sur un jeu de données avec Spark. Ça va être intéressant. Parfait. OK. Du coup, nous allons d'abord tout simplement importer ce qu'on appelle Find Spark, qui est déjà là. D'accord? Et j'ai dit encore, j'initialise Find Spark. Find Spark, j'ai dit tout simplement init. Voilà, j'initialise. Mais avant ça, j'aimerais d'abord installer ou disons importer ça d'abord. OK. Dit que si on fait ça, tac, et qu'on dit find Spark find, vous allez voir que il va aller me chercher, il connaît déjà l'emplacement. C'est un outil. Vous savez, il y a deux façons d'aller chercher Spark dans sa machine en local. Nous sommes dans un environnement où c'est installé seulement par Spark. Donc, on peut fournir des informations de notre emplacement de Spark. Là, c'est compliqué, il y a des chaînes de caractères, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais Find Spark, c'est une librairie qui va permettre de faciliter la vie, d'aller chercher. Tout cela, en fait, c'est là où c'est placé, en fait, notre Spark. Voilà. Donc, nous avons ça. Qu'est-ce qu'on va faire? From, tout simplement, et PySpark. Vu que PySpark est déjà là, on va marquer le contexte. Tac. Import Spark Context. J'espère qu'il me voit. Voilà. Donc, j'ai ça. Pour faciliter un peu la vie, j'ai le code devant moi. C'est simple. Tac.
Jusque-là, c'est bon, on est bon. Donc, du coup, nous allons créer une instance de Spark. Take contexte Spark. Nous allons dire maintenant Spark, tout simplement, est égal à quoi? À Spark. Donc, Spark session, on va créer une session plutôt par un contexte, c'est ça. Alors, Spark session, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Voilà, jusqu'ici, on est bon aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit qu'on va faire un hello world. Hello world, c'est une transformation sur des individus qui Est-ce sont. que c'est possible de zoomer un peu ton écran? Est-ce que c'est possible de Ouais, zoomer un peu? je n'ai pas sur Windows, donc je Vous pense. voyez? Vous Ouais, voyez pas ouais, mieux? c'est ça. Ok, génial. Est-ce que c'est bon là? C'est bon, je pense. Bah, parfait, on est trop bon. Alors, on va dire data égale à quoi? Nous allons tout simplement générer des individus. D'accord? On va dire F, tout simplement des individus dans un truc F. On va tout simplement dire, c'est plutôt là, on appelle stringify. Personne. On va dire personne tout simplement. Personne. J'ai encore zoomé plus un. Donc, personne I. OK. Après, nous avons rand. Il faut qu'on importe rand int qui va être existant. Qui va exister là. OK. On est bon. Rand int. Il va prendre entre 20 et combien? Et 20 et 50 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? On a moins qu'un ici. On va dire for i in range tout simplement qui va prendre jusqu'à 100 éléments. Il va inclure en fait le dernier, il va exclure le dernier. Du coup, nous aurons data, un truc comme ça. Voilà. Personne. Parfait. Tout se passe bien. Donc, on va dire tout simplement que df égale à Spark. Intéressant. On va créer, create data frame. On va maintenant créer une data frame dans laquelle on va passer data et on va spécifier tout simplement les colonnes de notre data frame. On va dire que ça va être 1 et ça va être âge. Parfait. Et du coup, là, on est bon. Regardez, ça va être un truc intéressant, chaud. Attends, ce qui va se passer. Vous voyez, ah là, c'est trop. Donc, on va afficher juste les 5 premières lignes pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe. Voilà. Nous avons créé notre data frame. Je vous ai parlé de data frame, tu vois, c'est un peu plus joli à voir et tout, et un peu plus facile à mettre en place, bien évidemment. Il y a aussi, en fait, ce qu'on appelle la transformation, c'est la transformation qu'on va effectuer sur ce jeu de données. Je vous ai dit, on va juste ajouter 5 à la colonne âge, c'est-à-dire 5 plus 29, 5 plus 20 et tout, un truc comme ça. Donc, data, on va dire data transform va être égal à quoi? Va être égal à df. Il y a une fonction appelée 8 colonnes qui va permettre d'ajouter une nouvelle colonne, tout simplement. On va dire âge plus 5, un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ça c'est call, c'est tout simplement une fonction qui est dans function. Ça fait partie des utiles de Spark. Et du coup, on aura tout simplement, c'est quelle colonne on veut? Âge, tout simplement. Tac. Et nous aurons ça plus 5. Donc, nous avons ajouté tout ça. Nous avons créé une colonne et nous avons ajouté 5 à l'âge pour créer en fait une nouvelle colonne, tout simplement. Nous aurons ça. Ah, il y a une boulette. Donc, ça veut dire tout simplement que j'ai oublié un truc ici, d'importer from. Je vais parler de ça. On a from, ça s'appelle comment? PySpark.sql. D'accord. Function, effectivement. Ok, je ne veux pas.
fonction import call. Il ne veut pas. PySpark. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Alors, du coup, nous avons importé colonne et nous aurons tout simplement df transformed. Ok, df, non. Point. On va voir que ce qui va se passer, on affiche juste les 5 premières. Et du coup, nous avons une nouvelle colonne qui est égale en fait à l'âge plus 5. Donc, on peut considérer que ça, c'est notre premier programme avec Spark. Retenez tout simplement que nous avons utilisé FileSpark qui est allé chercher en fait Spark dans ma machine en local. Voilà. Et du coup, si je reviens sur le PPT, nous venons tout simplement de faire cette partie, notre premier programme avec Spark. Voilà. Et du coup, à la suite de cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire un projet. Nous allons faire un projet qui ressemble à un vrai projet en réalité. L'objectif, c'est quoi? C'est de moderniser la gestion des ressources humaines en utilisant les analyses avancées basées sur un jeu de données simulé sur les employés de l'entreprise. Donc, du coup, il y a différentes transformations que nous allons effectuer en un jeu de données. Je vous expliquerai par la suite un peu à quoi ressemble le jeu de données. Nous avons une première action qu'on va essayer de faire, optimisation salariale, attribution des bonus, filtrage des salariés, analyse des salaires par département, normalisation des colonnes, ainsi de suite. Du coup, je vous décris un peu à quoi ressemble le jeu de données. Le jeu de données, c'est un jeu de données, bien sûr, simulé sur les informations sur les employés d'une entreprise. Chaque ligne représente un employé et contient les informations suivantes. Nous avons l'identifiant de l'employé, nous avons le nom, le département et salaire, effectivement. Donc, ce jeu de données ce jeu de données contient 1 million de lignes. Bien sûr, c'est le but de Spark, non? De traiter, en fait, des millions de lignes. Donc, on va lui donner des millions de lignes, il va nous traiter tranquillement. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes ready pour faire ce petit projet en local? Et voilà. Parfait. Du coup, on va tout simplement rester dans le même environnement. Là, ici, on va créer un truc comme ça. Parfait. Du coup, il faut d'abord qu'on lui dise où est la donnée, tout simplement. Projet en local et data tech. OK. Il faut que je lui passe la donnée. Spark, elle était là. Parce qu'ils ont sondé. On va créer un dossier. Ici, on va dire data. Et dans data, nous allons coller ça. Parfait. Et du coup, notre jeu de données sera là, employé, qui va être constitué de plusieurs lignes en fait. Donc, on va tout simplement prendre ce demi-programme qui va nous servir. Et voilà, on est là. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement aller récupérer le jeu de données qui est dans data. Voilà. Du coup, on va tout simplement d'abord initialiser notre truc qu'on a déjà fait dans le premier truc, puis qu'on n'a pas le temps, on accélère les choses, tout. Donc, PySpark, contexte, on importe le contexte, la session et tout. Et du coup, on va juste créer, en fait, l'instance, tech. Et par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement aller, attends, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais masquer ça. Et j'ai réduit que c'est des avertissements, ne vous inquiétez pas pour ça. Et du coup, on aura des fins. D'accord, on va aller chercher Spark. Spark, tech. Donc, on va aller lire le fichier CSV, read.csv. CSV. OK. Du coup, on va aller tourner. L'emplacement, c'est où? Data. Et combien il trouve? En fait, du coup, on va lui dire que la première ligne, c'est le header. Simplement, c'est quoi? True. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons df ici, show. Je vais juste afficher les 5 premières lignes. OK, on va voir. Et du coup, nous avons les 5 premières lignes de notre jeu de données qui contient
1 million de lignes. J'espère que si je fais df.count, il va le trouver quand même. Hein? D'accord? Hein? Ça, c'est plutôt une action. C'est ça que je vous ai parlé dans la présentation. Il y a des opérations qui renvoient les data frames ou des RDD. Il y a des actions qui renvoient un résultat. Du coup, si on fait une opération, c'est un concept qu'il faut vraiment retenir en fait dans Spark. Si on fait une opération, par exemple, j'ai fait par exemple une opération ici, ça ne sera jamais exécuté si je ne fais pas une action. Parce que au final, j'ai besoin d'un résultat. Vous voyez, le chargement là ne s'est pas exécuté du premier coup. Hein. C'est lorsque j'ai demandé le résultat, il a exécuté l'ensemble des tâches en fait du DAG, ce qu'on appelle du pipeline en fait. Voilà. Donc, nous pouvons par exemple afficher aussi le DF, le schéma de notre jeu de données. Je vous ai parlé du schéma. Bien sûr que oui, je vous ai parlé du schéma. Alors, on dit print schéma. Voilà. Vous voyez le schéma de notre jeu de données. Alors, nous allons réaliser des tâches qui, comme décrit en fait dans le projet, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement transformer la donnée en faisant une augmentation de 10%. Voilà. Et j'ai déjà préparé les codes pour qu'on aille un peu plus vite parce qu'il y aura des questions qu'on va essayer de débattre ensemble. Voilà. Donc, nous faisons ici une transformation. J'ai déjà fait ce truc. 8 colonnes, ça permet tout simplement d'ajouter une nouvelle colonne. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons juste ajouter 10%, tout simplement. Donc, on aura ça, tout simplement. Alors, notre DF, c'est quoi? C'est notre DF, c'est notre jeu de données de base. Donc, nous faisons une transformation. Il me dit qu'on n'est pas possible. OK. Pourquoi? Parce que je n'ai pas importé call. Je l'ai déjà fait ici. OK. Parfait. Ça, c'est bon. OK. Du coup, on est bon jusque là. Du coup, ça, c'est une opération qu'on a fait sur notre cas. On va faire aussi une deuxième opération qui va tout simplement faire quoi? Ajouter une nouvelle colonne. Donc, lit, c'est quoi? Lit, ça fait lit, c'est lit. Là, c'est une fonction qui permet d'ajouter une constante à une colonne. Disons, c'est une constante. Nous voulons créer une constante. Nous utilisons plus généralement la fonction lit, tout simplement. Du coup, cette jeu de données qui a été transformé ici, on va prendre ce jeu de données, appeler qui est encore une nouvelle transformation. Il me dit encore que lit n'est pas importé, tout simplement parce que je n'ai pas importé de lit. Si j'avais dit par exemple ici, call et aussi lit, là, tout va bien se passer. Du coup, ça c'est bon. Du coup, nous allons passer aussi à une autre transformation qui consiste à filtrer en fait la donnée. Nous avons transformation de la donnée, filtrer des employés, un salarié, tous les salariés qui sont dans le salarié supérieur à 6 000 et tout. Nous allons faire ça. Voilà la fonction filtre qu'on utilise pour sur quelle colonne, si nous voulons indexer une colonne, on utilise call tout simplement. Voilà. Donc, nous avons aussi cette transformation. Tu vois, vous voyez, toutes les transformations que j'ai effectuées n'ont jamais été exécutées. Ce qui est vraiment intéressant dans Spark, ça, il n'a jamais été exécuté dans un premier temps. C'est quand je vais demander un résultat que toutes ces transformations-là vont s'exécuter par la suite, en fait. Voilà. Il reste encore deux autres transformations qu'on va faire. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement calculer la moyenne des salariés, des salaires. Pardon. Du coup, ça, c'est aussi une autre opération que je vais faire. Il me dit que AVG n'est pas... Oui, c'est normal parce que tout simplement, je n'ai pas dit que je veux la moyenne dans la fonction. J'ai une fonction utile. Je n'ai pas fait ça. Voilà. Et aussi une autre opération qui consiste à renommer les colonnes. Voilà, on va tout simplement renommer les colonnes et prendre quelques colonnes qu'on a besoin, tout simplement. Du coup, il y a aussi cette opération qui a été effectuée. Maintenant, nous allons voir tout simplement le résultat. J'ai demandé le résultat. Et vous allez voir le résultat qui va sortir tout simplement. Mais ça, il va faire appel à toutes les opérations qui ont été effectuées précédemment pour nous fournir un résultat final. Du coup, nous avons ici notre data frame qui a été, qui est le résultat des opérations précédentes en fait. Voilà. Donc maintenant, le but c'est quoi? Nous avons ça, on peut appeler pipeline. Je vous ai parlé du pipeline. Ça consiste tout simplement à extraire la donnée dans une source de données. Par exemple, on l'a fait en local. J'ai chargé la donnée ici tout simplement. J'ai chargé la donnée. J'ai effectué des transformations. C'est ça qu'on appelle transform, c'est le T de transform. Maintenant, nous allons procéder maintenant au chargement de la donnée.
C'est le L de loud, de ETL, je vais dire. Voilà. Donc, nous allons tout simplement charger ce jeu de données dans notre truc. Donc, on aura def, transformer, tout simplement, write, une fonction write. On va sauvegarder en CSV, tout simplement. On aura, on va tout simplement dire data. OK, on va le mettre ici, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler tout simplement output. Comment c'est pas. OK, on fait tout simplement output. Ça va bien se passer. On aura le header qui est égal aussi à true. C'est de considérer les trucs. On va tout simplement dire ici que le mode c'est over. Je vous explique tout à l'heure c'est quoi ce paramètre overwrite. Ça consiste tout simplement à écraser. Si j'exécute cette ligne, et que ça trouve que le fichier existe déjà, il va écraser l'ancienne et remettre la nouvelle tout simplement. Alors, on va exécuter cette ligne pour voir est-ce qu'on aura notre donnée qui a été transformée dans notre répertoire, tout simplement. On va les voir. Alors, le output est bien là. Donc, nous avons notre jeu de données qui a été transformé. Alors, nous venons de faire une transformation sur un jeu de données, ce qu'on appelle, on a mis en place, disons, un ETL qui permet de transformer la donnée, d'extraire la donnée et de transformer. Alors, revenons sur notre présentation. Nous avons fait ce petit projet qui était vraiment intéressant quand même, j'avoue, parce que ça permet de voir un peu les concepts de base et tout. Voilà. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est la partie la plus intéressante. Nous allons faire la même chose sur le cloud. Mais plus précisément, où? Amazon EMR. Vous voyez Spark, c'est l'équivalent de Spark sur Amazon. C'est Amazon EMR. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller récupérer, je vous parlerai un peu S3. Nous allons aller récupérer les données qui sont stockées sur S3. Nous allons tout simplement récupérer ces données, effectuer les mêmes transformations et les stocker dans un bucket aussi S3. En gros, S3, c'est ce qu'on appelle un data lake. C'est un truc, c'est une boîte qui peut prendre tout et n'importe quoi. Les données structurées, non structurées, peut prendre n'importe quoi. Et du coup, nous allons mettre en fait notre fichier de données dans un bucket, extraire la donnée, et nous allons utiliser PySpark pour effectuer les mêmes transformations. Mais cette fois-ci, on ne va pas être sur les clouds, on va pas être en local, mais plutôt sur le cloud. Voilà. Alors, on y va. Du coup, je vais juste vous signaler un truc. La mise en place d'un cluster sur Amazon, ça prend un peu de temps. Et du coup, j'ai déjà préparé en fait l'environnement et pas mal de choses aussi. Voilà. Et du coup, on va d'abord aller dans S3. Je vais vous montrer à quoi ressemble effectivement S3. Voilà. Je vous ai parlé de bucket. OK. Bucket en anglais, mais en français, on appelle compartiment. Du coup, j'ai déjà créé en fait un bucket ici que j'ai appelé à data source. Ici, data source qui est là. Oui, data source. Écoute, on peut créer en fait un autre bucket. Hein. Rien ne nous empêche de créer un autre compartiment. Oui, pourquoi pas. On va créer un autre compartiment. Voyez, on va choisir la région là, nom du compartiment. On va dire démo, tout simplement. Démo S3. Tout simplement. Démo S3. On va faire comme ça. Un truc très simple. On va créer le truc. Créer le compartiment et me dire démo compartiment contient des caractères démo S3. Il ne veut pas prendre ces majuscules. Démo S3. OK. On va voir ça. Il me dit qu'il existe déjà un compartiment démo S3. Okay. Démo sondé. Oui, c'est vrai, sondé. Parfait. Nous avons créé démo sondé. Dans ce démo,
dans ce bucket, ce qu'on appelle compartiment, nous allons créer tout simplement un répertoire qu'on va appeler source sondée. Source sondée, simplement, ça masque le truc. Ok, c'est bon comme ça. Parfait. Et nous allons créer un autre répertoire appelé output, c'est-à-dire nous allons stocker nos sorties dans ce répertoire. Voilà. Nous avons source qui est là. Du coup, on va tout simplement aller récupérer notre donnée. Mais cette fois-ci, on ne va pas prendre les 1 million de lignes, les gars. On va prendre juste quelques lignes, car le but est juste de vous montrer comment ça se passe sur le cloud ici. Voilà. Du coup, on va aller chercher la donnée, tac, ajouter un fichier. OK, ça doit être là. Tac, 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 tac. Ça doit être quelque part ici. Sur le bureau Spark. OK, Java, sondé. Scala, Spark. OK. Désolé, il faut que j'aille chercher en fait l'emplacement de ce dossier data sondé programme. OK, c'est plutôt dans Spark. OK. On va chercher ça. Personnel dans le bureau. Dans alors, j'espère que je vais trouver rapidement cette bordel. Data sondé programme. OK, parfait. Sur le cloud, on va prendre ce jeu de données, tout simplement. OK, parfait. Du coup, on va charger en fait la donnée qui va être constituée juste de quelques lignes. On va aller récupérer ce jeu de données. À partir, on va plutôt aller traiter ce jeu de données. Voilà, donc je prends le URI en fait. URI, ça me permet juste d'indexer le fichier dans S3. Du coup, si tout est fait, nous pouvons venir par exemple sur RStudio, sur le EMR Studio ici, plutôt là. On attend un peu les choses. D'accord. Ah non. On ne sait pas qui se lance. Il y en a deux. Je vais juste lancer ça. On va attendre. On va ouvrir Jupyter Lab ici. Et j'ai déjà créé le cluster qui est constitué de plusieurs machines, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Et on va tout simplement essayer d'extraire la donnée, effectuer la transformation de la donnée et ajouter en fait cette donnée dans le bucket S3. On va choisir tout simplement ça. Tac, on choisit le cluster et on peut revenir là. Tac, là. OK. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout simplement nous allons des work attaché. Ah, j'ai pas attaché. Oh, désolé. Parfait. On attend que l'attachement soit terminé. Et du coup, c'est bon. Maintenant, je peux faire. Parfait. OK. Et du coup, on va faire un truc comme ça. Tac. Maintenant, on va tout simplement garder en fait le path de source et comment je vais dire et le output. On était dans S3 ici. Je vous ai dit qu'on allait tout simplement récupérer en fait source qui était là. On va mettre ça ici. Pour dire que c'est là, je vais aller récupérer. Mais où on va stocker?
Là aussi, c'est une très bonne question. On viendra tout simplement dans le compartiment. Démo son D dans output. On va juste prendre son, comment je veux dire, son propriété, son URI. On prend son URI, on vient là aussi, on l'ajoute là. Là, tout simplement, data sonde output. Et du coup, on est bon pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait? On va charger la donnée. Lecture de la donnée depuis S3. Nous savons déjà, tout simplement, print read. On va juste récupérer la donnée. Donc, on fait presque la même chose, mais cette fois-ci, en spécifiant la donnée qui se trouve. On n'est plus en local, je vous rappelle, qui est la donnée qui est dans S3, dans le bucket S3. Donc, on va faire un truc comme ça. Et du coup, data qui va être là, je vais dire tout simplement, show-moi ça. Et affiche-moi juste les 10 premières lignes. On va voir. Vous voyez, je suis allé récupérer en fait la donnée dans un bucket S3 et j'ai juste affiché ici en fait. Il y a nos différentes opérations qu'on avait effectuées sur le jet de données. Là, si vous vous rappelez. C'est le même truc qu'on va essayer de faire. C'est le même truc qu'on va essayer de faire, mais cette fois-ci sur le cloud. Voilà. Donc, on va faire un truc comme ça. Du coup, cette fois-ci, ça ne sera pas DF, mais plutôt data. Parfait. On fait ça. On va prendre ça. OK. C'est encore les mêmes opérations. Hein? Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, qu'est-ce qu'il me dit que l'I n'est pas là? Effectivement, c'est normal parce que je n'ai pas l'I. C'était une erreur. J'ai loupé. Bon, parfait. Nous avons ça aussi. Et on va faire le filtrage, tout simplement. Tac. Et on est bon là. Et quoi d'autre? On va aller encore prendre tout ça. Voilà ça. On va juste... Ah, il me dit encore que AVG, n'est-ce pas? Oui, c'était la même erreur comme précédemment AVG. Parfait. OK. Du coup, la dernière, ça va être tout simplement ça. Bim. Du coup, je crois que c'était tout. On va maintenant tout simplement prendre notre donnée transformée. On va faire show. Vous allez voir la donnée, la même donnée qui a été transformée. Voilà. Vous voyez même en fait le temps d'exécution du truc ici. Là, j'ai fait un filtrage, des trucs que je n'ai pas fait, je ne sais pas. Un truc comme ça. Voilà, parfait. Nous avons le jeu de données. Pourquoi les résultats sont différents? Parce que je n'ai pas pris 1 million de lignes cette fois-ci, j'ai pris juste 20 lignes, hein, je vous rappelle. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons tout simplement prendre ce jeu de données, comme tout data ingénieur, après avoir transformé la donnée, il va mettre la donnée propre à disposition des data analystes, tout simplement. Du coup, on va tout simplement dire data DF plutôt. DF, pourquoi tu ne rappelles pas? Ok, on va prendre DF. Point. On va faire bien right. Ah, j'aime pas. Right. Point. Mode. On va juste dire over. Ah, bonheur. Parfait. Donc, on va, soit on met un CSV, et cette fois-ci, on va mettre un parquet qui est plus efficace en fait. Le parquet, c'est un type de fichier, hein, je me rappelle aussi. Ok, on va faire ça. Et output. Maintenant, nous allons aller tout simplement dans notre bucket S3, voir est-ce que ces données qu'on a transformées en tant que data ingénieur ou data scientist ou développeur, comme vous voulez, allez voir dans S3, est-ce que ces données existent vraiment dans notre S3? Est-ce que la donnée est à la disposition des autres personnes pouvant analyser, voilà quoi, mettre des tableaux de bord s'il faut. Alors, on va revenir ici, dans notre... parfait. Oups, on n'a pas la donnée. Pourquoi? Peut-être qu'on n'a pas utilisé. Parfait. Nous avons notre donnée ici qui est là, tout simplement sous format parquet. Et nous pouvons aussi
et le sauvegarder sous format CSV. Voilà. Donc, c'était un peu ça, en fait, le développement, disons, sur le cloud. Donc, pourquoi on est venu sur le cloud? Parce on était en local, on avait 1 million de lignes. Mais comment faire si on a des milliards de lignes? Est-ce que notre machine est capable de traiter des milliards de lignes? C'est la question qu'on se pose. D'où est le cloud? On part sur le cloud parce qu'il y a des clusters machines qui sont super puissantes, qui peuvent traiter des gigas et des gigas et octets de lignes, de données, je veux dire. Donc, c'est la raison pour laquelle on est venu sur le cloud EMR, qui est l'équivalent de Spark dans la plateforme de AWS, en fait. Voilà. Voilà. Revenons sur notre présentation. Voilà. Tiens, parfait. Alors, nous avons, nous avons effectué le traitement des données sur le cloud. On est allé d'abord récupérer les données dans S3, dans un bucket. Vous savez maintenant quoi? C'est quoi un bucket? C'est quoi S3? C'est juste un entrepôt de données. Hein. Nous avons fait un traitement avec Jupyter Lab sur disons, l'association d'Apache, Jupyter Lab et tout, PySpark et tout. On a transformé la donnée et on est allé encore stocker ce résultat dans le même bucket S3 qui est notre donnée propre. Voilà. Et du coup, si nous décidons de faire un peu de récapitulatif de tout ce qu'on a vu, on a vu les concepts de base d'Apache Spark qui parlaient de big data, premièrement. On a parlé des concepts c'est-à-dire, on a parlé déjà l'architecture de Spark. Nous avons parlé des composants principaux de Spark et tous ces éléments-là, il faut vraiment les retenir. Les concepts plus importants dans le truc, c'est quoi? En fait, c'est le principe de data frame et RDD. Il faut comprendre que lorsqu'on effectue une opération sur un RDD ou un data frame, ça vous renvoie un RDD. Lorsqu'on fait une action, c'est l'ensemble des opérations qui ont été mises en place précédemment qui seront effectuées pour envoyer le résultat. Après, nous avons créé notre petit programme, notre Hello World avec Spark, et nous avons fait le projet optimisation des ressources humaines avec des opérations spécifiques. Et à la fin, nous avons fait ce traitement sur le cloud avec EMR. Voilà. Et du coup, en conclusion, retenez qu'Apache Spark étant Apache Spark avec PySpark représente une solution robuste et évolutive pour le traitement des données à grande échelle. Les concepts fondamentaux tels que le RDD, le modèle d'exécution en mémoire et l'intégration avec des langages comme Python font de Spark un choix attractif pour le développement des applications diverses, offrant ainsi des performances et une efficacité et une facilité d'utilisation remarquable dans le domaine du traitement distribué des données. Voilà. Et ici prend fin ma présentation et mes démonstrations. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je suis dans le temps. Ouais, tu es dans le temps, c'est parfait. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à sa présentation? Vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever directement la main euh, pour parler directement. Du coup, on a une question d'Anissé. Je te donne la parole. Quoi, Anissé, tu as la parole. Bonsoir à tous, vous me recevez? Oui. Oui, parfait. Ok. Bonsoir Abouaka, bonsoir Lucas et puis bonsoir à tous ceux qui sont sur le call. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Anissé Apeli, bon, je suis en Côte d'Ivoire. Maintenant, ma question c'est que, Abouaka, merci aussi pour ta brillante présentation et puis pour cette belle prouesse technique. J'aimerais savoir, tu as abordé Spark directement sans vraiment avoir parlé d'Hadoop. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation dans l'utilisation? Et puis, pourquoi est-ce que c'est vrai qu'on dit Spark est, je crois, encore plus rapide qu'Hadoop? Mais pourquoi est-ce qu'on priorise aujourd'hui Spark par rapport à Hadoop?
Ok. Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, enfin, oui, oui, oui. Ok, parfait. Et du coup, par rapport à ta question, c'est vrai, je n'ai pas parlé d'Hadoop. Hadoop, disons, moi je dirais tout simplement que Spark a écrasé complètement Hadoop pour plusieurs raisons en fait. Sa rapidité. En gros, en fait, Spark, Hadoop utilisait, disons, utilisait le disque pour effectuer ses traitements. Aujourd'hui, Hadoop utilise, genre, en fait, la mémoire pour pouvoir accélérer le traitement de ces données. Certes, il est possible aussi de faire les traitements sur le disque, mais même le traitement sur le disque est 10 fois plus rapide qu'Hadoop. Du coup, le traitement sur la mémoire RAM est, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est 100 fois plus rapide qu'Hadoop en fait. En plus, Hadoop n'avait pas vraiment en fait il n'avait pas d'opérations. Il n'avait que Map et Rebus en fait. Aujourd'hui, Apache Spark contient beaucoup plus d'opérations qu'on peut effectuer sur les jeux de données en fait. Voilà. Donc certes, je n'ai pas parlé de Hadoop, mais c'est vrai, oui, j'aurais dû parler d'Hadoop parce que Spark s'est inspiré fortement d'Hadoop, en fait. Oui. J'espère que j'ai répondu à ta question. ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est que bon, en ce moment, on n'entend plus parler d'Hadoop vraiment. Et puis, il y a plusieurs solutions cloud qui sont principalement basées sur du Spark. Par exemple, Azure même et même AWS que tu viens de présenter. Donc, du coup, ça contribue au fait que l'utilisation d'Hadoop a beaucoup diminué. Certes, Hadoop est riche en termes de composants également, comme Spark, en termes de tout ce qui est, on peut faire du machine learning également en utilisant Hadoop, on peut traiter les données en temps réel, etc. Mais sans même rentrer dans cette spécificité un peu technique de la différence et de pourquoi on privilégie Spark à Hadoop, déjà les leaders en fait en termes de cloud se sont orientés vers Spark. Donc du coup, ça nous guide immédiatement vers l'apprentissage de cet outil-là immédiatement. Tu vois. Du coup, Bakar, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce qu'il y a d'autres questions à prendre? Oui, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Apélie, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. On va débattre tout. C'est le but. N'hésitez pas. Oui, Apélie. Oui, aussi, il y a la possibilité d'utiliser Hadoop et Spark de façon conjointe. Parce que selon mes connaissances, Spark est intégré dans Hadoop. Effectivement, effectivement. Euh, il y a même en fait en fait, c'est même possible d'utiliser le cluster de machines, le gestionnaire de cluster Hadoop pour faire tourner Apache Spark. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Oui. Question à Bakar. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu comment Spark en fait traite le traitement, comment il fait le traitement distribué des données? OK. En gros, le traitement distribué des données, comment ça se passe? Si nous avons en fait un data frame, comme vous venez de voir dans la présentation, dans le démo, dans la démonstration, je veux dire, et le data frame est constitué de plusieurs lignes. Et ce data frame, s'il y a 10 clusters, ou plutôt 10 nœuds ou 10 machines qui doivent s'attaquer à la transformation de ces jeux de données, chacun prendra une partie de la transformation. Étant donné qu'ils sont en possession du code ou des scripts ou du programme que nous avons écrit, du coup, ils vont exécuter en fait ce programme sur cette partition. Je vous ai parlé du principe de partition. Donc, chaque bloc contiendra chaque nœud contiendra une partie du jeu de données pour pouvoir exécuter en fait le script sur ce jeu de données. En plus, il y a ce qu'on appelle la résilience en fait de la donnée. Il y a le principe de la résilience que je n'ai pas parlé dans le truc. C'est que à chaque fois que Spark exécute, il fait le traitement des données, il fait d'abord une partition. Il répartit les données sur plusieurs nœuds. Donc, ce qui fait que même s'il y a un nœud qui tombe en panne, nous n'allons pas perdre en fait l'information.
C'est-à-dire, il va dupliquer la partition sur plusieurs nœuds. Voilà. Donc, la façon dont Spark traite les données, c'est tout simplement en partitionnant en fait le data frame ou le RDD ou le dataset en plusieurs blocs, en les dupliquant sur différents nœuds pour pouvoir effectuer le traitement plus efficacement et rapidement. Mohamed, j'espère qu'il a pu répondre à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Indri, tu as la parole. Alors, salut à tous. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien. Merci. Super. Merci Aboubakar pour ta présentation. Moi, je veux juste te poser une question en lien avec ta réponse. De ce que j'ai compris, c'est que Spark, il permettait de distribuer les données. Mais par exemple, si moi, je travaille pas dans un cluster, est-ce que ces données sont distribuées? Si tu ne travailles pas dans un cluster. Ouais, supposons que moi, je suis sur ma machine, j'ai monté mon environnement Spark. Je suis en train de travailler sur un jeu de données. Et il y a par exemple, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je perds mon disque. Et est-ce qu'à ce moment-là, parce que pour moi, ce que je pensais que c'était seulement dans un environnement distribué, et les données étaient répliquées sur différents nœuds du réseau. Étant donné que je travaille sur ma machine et que j'ai pas plusieurs clusters, est-ce que mes données, je les récupère après? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question, j'avoue. Mais lorsque tu es sur ta machine et que tu veux exécuter et tu veux faire tourner Spark ta machine, il y a ce qu'on appelle le principe de thread en fait. C'est les threads qui vont représenter tes nœuds. Du coup, quand tu perds ta donnée sur l'ensemble, sur ton disque, c'est fort probable que tu perds ta donnée définitivement parce que tu n'es pas dans un environnement distribué, tu es en local sur ta machine, c'est l'unique machine. Si on prend par exemple le truc, nous pouvons dire que ta machine, non seulement elle est le driver, elle est l'exécuteur, elle est aussi comment je vais dire, le cluster manager. Et c'est qu'elle seule représente tous ces trois. C'est juste pour exécuter pour faire la transformation des données et te créer en fait des threads qui vont s'attaquer, en gros en parallélisant en fait, qui vont s'attaquer à tes partitions pour traiter ta donnée en fait. Quand tu es en local, ta machine, elle englobe ces trois éléments en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu es satisfait pour ta question. Ouais, c'est bon, ça répond à ma question. Du coup, si je comprends bien, si je ne suis pas dans un environnement distribué, dans ce cas, Spark ne me permet pas de répliquer ma donnée parce que je ne pourrais pas la récupérer si jamais il y a quelque chose qui se passe. Non? Bah, tu vas le répliquer exactement où, en fait? Tu parles de la réplication, c'est quand il y a plusieurs machines, en fait, tu vois. Mais la réplication, c'est un ensemble, c'est dans un cluster qui est constitué de plusieurs machines. Ouais. Tu vois. Donc, vu que ta machine, elle représente en fait ces trois composants, du coup, tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Après, comme en fait, tout à l'heure, moi, j'avais compris que Spark, il permettait de répliquer la donnée aussi, de sorte à ce que la donnée puisse ne pas se perdre si jamais avait quoi qui se passait lors du traitement. Effectivement. Maintenant, on va se placer dans un cluster sur le cloud, par exemple, Amazon, AWS, un truc comme ça. Voilà, ouais. Là où il y a plusieurs machines, d'accord? Parce que c'est quoi un nœud en réalité? En réalité, un nœud, ça peut être tout simplement un thread, d'accord? Ça peut être une machine physique. D'accord? Un cluster, c'est un ensemble de machines. C'est un ensemble de machines. C'est pourquoi on appelle cluster de machines. D'accord? Donc, si moi j'ai ma machine, toi aussi tu as ta machine, et que c'est que l'ensemble de ta machine et ma machine, il y a aussi la machine d'une troisième personne, les trois machines-là vont former ce qu'on appelle le cluster de machines. D'accord? Donc, si Spark veut exécuter, il va répliquer la donnée sur l'ensemble de ces trois machines-là, d'accord? Mais en les dupliquant aussi. Pour ne pas que, par exemple, moi, ma machine contient la troisième partie seulement et que ma machine tombe en panne, et tu vas perdre en fait ta troisième partie. Mais non seulement il va répartir les données, mais il va les dupliquer aussi. Pour que en fait, ce qui existe chez moi existe chez quelqu'un d'autre et chez quelqu'un d'autre en fait, pour ne pas perdre la donnée. Là, on est dans un environnement vraiment, dans un cluster où il y a plusieurs machines en fait. C'est pourquoi en fait, utiliser Spark en local, ça peut être tout simplement pour tester, mais si tu veux vraiment t'attaquer aux données sensibles, surtout, les données que tu ne dois pas perdre,
tu dois faire beaucoup attention en fait à l'utilisation d'Apache Spark sur ta machine locale parce que tu as les données sensibles. Si tu perds ça, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela en réalité. Voilà. Mais c'est l'intérêt aussi d'avoir les données sur le cloud en fait. Et les plateformes de cloud nous garantissent en fait la résilience des données sur le cloud. Voilà. Ok, merci pour ta réponse. Lucas, est-ce que je peux rebondir un tout petit peu sur la question d'Anici, s'il te plaît? Allez-y. Oui, pas de souci. Ouais. En fait, Anissé, moi, j'ai bossé dans un environnement où on utilisait Spark et Hadoop. On utilisait Spark principalement pour tout ce qui était traitement, parce que ça va plus vite. Et ensuite, on utilisait HDFS juste pour le stockage. Effectivement. HDFS, c'était juste pour le stockage, parce que ça permet, c'est un système de stockage de fichiers. Et comme Aboubakar l'a dit, ça permet de stocker les fichiers de façon à ce qu'on puisse les répliquer. Donc, c'est un peu ça le lien. En tout cas, nous, quand on l'utilisait, c'était ça le lien qu'on faisait entre Spark et Hadoop. Spark nous permettait de faire les traitements assez rapidement parce que on fait le traitement en mémoire et ensuite, après, les données étaient stockées dans HDFS et on visualisait les données dans HDFS via des outils comme Hive, Impala, qui sont on va dire, des outils qui permettent de requêter dans HDFS parce que c'est un peu compliqué. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils tels que PySpark, par exemple, ou Spark Shell pour directement attaquer les données. Donc, en tout cas, moi, c'est mon expérience que je partage. Hadoop pour le stockage et Spark pour le traitement. Donc, je ne sais pas si ça peut aider. Voilà. Oui. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup, franchement. C'était une belle expérience. Du coup, on a une dernière question de Mohamed encore qui demande comment les nœuds sont créés et managés. Alors, comment les nœuds sont créés et managés? C'est une question très technique. Ah ouais, ça c'est une question très technique. Je ne pense pas si on se préoccupe vraiment à savoir comment les clusters sont créés et managés parce que dès que tu installes par exemple le cluster. D'ailleurs, imaginez par exemple que tu veux mettre en place un système de Apache sur le cloud et tout, ce que j'ai fait ce soir. Et en fait, tu sélectionnes tout simplement le type de cluster que tu veux choisir, que ce soit Hadoop, il y a aussi d'autres aussi, hein, et il y a Spark. Et c'est à toi de choisir tout simplement le nombre de nœuds que tu veux insérer, que tu veux avoir dans ton cluster. Il faut juste choisir ces nombres de nœuds et AWS se chargera automatiquement de mettre en place un réseau tout simplement ces nœuds. Voilà. Et si on est en local, on ne se préoccupe pas aussi vraiment à comment les nœuds sont liés en fait. En gros, c'est le but, c'est de nous faciliter la vie, tu vois. On installe Spark sur notre machine en local et tu vois, on ne s'en soucie pas vraiment. Comment ils sont liés en fait, comment ils sont en réseau. Voilà. Peut-être que je ne réponds pas forcément à ta question, mais c'est une question vraiment trop technique en réalité. Voilà. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on en a le temps. Du coup, merci encore, Waka, pour ta présence ici ce soir pour discuter ensemble d'Apache Spark et également d'Amazon. J'espère que ça a permis à ceux qui ne connaissaient pas Spark de au moins avoir une idée de qu'est-ce que c'est et dans quel cadre on peut l'utiliser. Et merci également à tous ceux qui ont. Je vois qu'il y a des questions, encore une question d'Indri, si je ne me trompe pas. Bon, c'est pas une question, je veux juste savoir comment on se procure les slides de la présentation. Ah, ok. Ça sera disponible sur le site où tu t'es inscrit normalement. Alliage, ok. L'alliage, oui, ça sera Parce disponible qu'en là. fait, j'ai parcouru le site pour essayer de récupérer les 2 derniers slides des présentations, mais je les ai pas trouvés. Donc, je suis à moyen de mettre le lien de la session ou les trouver dans la conversation. Comme ça me Ok, faciliterait la tâche. ok, ça Merci. marche. Du coup, comme je le disais, donc, je partage rapidement le lien.
Allô? Oui, Bonjour, vous m'entendez? oui, super bien. Bonjour, camarade. Bonjour, Euh, c'est Mohamed. ouais, c'est moi. Bonjour à tout le monde. Et voilà, moi, je voulais un peu vous remercier, vous encourager parce que je connais camarade très bien. On a étudié ensemble, on a fait notre licence ensemble et tout. On se connaît, on travaille aussi ensemble. Donc voilà, j'ai posé quelques questions un peu, c'était pour un peu l'orienter un peu vers ces concepts, peut-être que moi qui m'a semblé un peu moins approfondi pendant ces explications. Et voilà, ça permettait aussi à certaines personnes qui ont tout à l'heure j'avais une question. On ne t'entend plus bien, Mohamed. Ah, désolé. Ah, voilà, là c'est bon maintenant. Voilà, je disais que j'ai posé des questions un peu, c'était pour permettre à Boakar de s'orienter un peu, pour essayer d'expliquer certains concepts, parce que, comme tout à l'heure, on a posé la question lorsque on travaille en local, euh, en campagne, est-ce que peut suivre les données parce qu'on dit que c'est pas de façon distribuée parallèle. Mais un peu pour répondre sur la question, c'est comme si tu as une maison et tu as plusieurs pièces. Tu as mis tes ressources, disons, de l'argent dans différentes pièces. Lorsque la maison brûle, quelle que soit la répartition dans la maison, c'est tout qui peut. Donc, c'est tout l'environnement qui est mis en cause, qui est en danger. Donc, il n'y a pas de récupération. Là, on ne parle plus de paralysation parce que c'est tout le système qui est en cause. Donc, voilà, c'était pour un peu vous encourager. Merci, et merci à vous. Et Vraiment, vraiment merci, merci aussi, merci à toi aussi. voilà. Merci Merci pour ta pour ton participation. idée, pour ta participation, franchement. Et juste Merci pour beaucoup. une petite information pour avant qu'on puisse terminer, on est toujours à la recherche encore de présentateurs, de conférenciers, pour ceux qui ont des sujets intéressants, qui peuvent venir les partager avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn ou par mail. Pour ceux qui reçoivent mes mails, ça serait intéressant. L'idée, c'est de pouvoir tous ensemble apprendre de nos expériences, pouvoir vraiment partager ce qu'on fait en entreprise, ce qu'on sait faire et notre passion pour la data. Donc, D'accord. n'hésitez vraiment pas à nous écrire et si vous avez des choses à présenter, on passera dans un créneau et voilà. D'accord. On verra ça avec Boakar parce qu'on est très souvent ensemble et je Ok, pense que ça marche. Ça marche. en tout cas, merci à Du vous. coup, Merci à merci, toi aussi. merci Merci. à tous et bonne fin de soirée. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre Data Sunday. Merci encore, Baka. Merci à vous tous.